grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, cette question, cet enjeu, gouvernement Lecornu 2, peut-il encore éviter la censure? La déclaration de politique générale, c'est demain. Alors peut-il être censuré dès mercredi, dès jeudi? Il ne faut pas exclure que la durée de vie de cette nouvelle équipe soit très limitée. Les oppositions lui promettent déjà l'enfer. Après LFI, c'est le Rassemblement national qui a déposé aujourd'hui une motion de censure. Ceci dit, vous allez le comprendre, c'est du côté du Parti socialiste qu'il faut regarder le point d'équilibre ou de rupture. Ce serait le PS. Sortez les calculettes. 25 députés socialistes suffiraient à tout faire basculer d'un côté comme de l'autre. Et au cœur de tout, il y a encore une fois la réforme des retraites. On vous dit tout sur le sujet, tout ce qu'il faut savoir grâce à Pascal Perry devant cet écran. Et puis il y a un dommage collatéral qui est redouté, c'est le budget. Et là encore, tout ce qu'il faut comprendre des conséquences concrètement, ce sera avec nous dans quelques instants. Et si vous aviez encore un doute sur la fragilité de la situation quand tout ne tient qu'à 25 députés, eh bien écoutez, regardez. Bruno Retailleau s'exprime, regardez. Monsieur Retailleau, une petite question. Ben non. Bon, pas de réponse. Tu l'as bien vu. Et Bruno Retailleau ne s'est pas exprimé, en fait, à ce moment précis. Ah ouais, non, mais on les suit au millimètre près, nos responsables politiques, parce que je pense que vous l'avez compris, ça prête à sourire, mais chaque mot compte. Vous entendrez dans quelques instants une déclaration de Marine Le Pen qui dure quelques secondes, mais elle pèse lourd. Vous allez écouter cette question de la fragilité maintenant. Notre seul objectif et seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique. Moi, je pense que ce gouvernement doit être censuré. Je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber. La censure, c'est l'autoroute vers la dissolution. Censure sur toutes les lèvres, à nouveau, même si nous avons déjà une nouvelle équipe à Matignon. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Valérie Nataf. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique LCI. À vos côtés, Didier Mauss, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes constitutionnaliste. Nous sommes avec Pascal Perry et nous serons ensemble devant cet écran dans quelques instants, éditorialiste économie LCI. Guillaume Roquette, merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et dans une poignée de minutes maintenant, je vous disais à quel point la voix du Parti socialiste est importante aujourd'hui. Eh bien, Philippe Brun, député PS de l'Eure, sera avec nous sur ce plateau. A-t-il des nouvelles du gouvernement sur la réforme de retraite? Il nous le dira. Tout d'abord, ces images de cette nouvelle équipe gouvernementale réunie il y a quelques minutes maintenant autour de Sébastien Lecornu à Matignon. Regardez-les, ces visages. Vont-ils durer à Matignon? Ça, c'est la grande question. En tout cas, Sébastien Lecornu, il fixe une mission: surpasser la crise politique. Écoutez. Merci d'avoir accepté de rentrer au gouvernement de la République dans un moment qui, on le sait, est difficile et au fond, dont notre seul objectif et seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique. Le service est quelque chose justement qui nécessite de mettre les égos de côté. Et donc je souhaite que ce gouvernement, au fond, traduise la diversité de ce que nous sommes. Vous ne pensez pas tous la même chose. Vous avez une diversité de sensibilités. Et au fond, c'est ce que j'ai souhaité, et je veux le dire ici devant la presse. Je souhaite un gouvernement à la tête de la République qui soit un gouvernement de personnalité libre. Nicolas Laurent, vous êtes à Matignon pour suivre tout cela pour nous, pour TF1 LCI avec Jean-Marc Bellard. Alors Nicolas, budget retraite au cœur des inquiétudes, ça on l'a déjà bien compris. Une course contre la montre là est engagée. Oui. Il faut agir vite, effectivement, Amélie. Il y a urgence, c'est ce que nous disait l'entourage du Premier ministre et c'est le sens de cette réunion qui a été organisée cet après-midi. Réunion qui aura duré un petit peu plus d'1h30, qui a été très largement mise en scène par les communicants de Matignon. La cour était ouverte aux journalistes. Il y a eu ces arrivées à pied et en voiture de certains ministres. Il y avait ces grands drapeaux français et européens sur le perron. On se serait cru tout simplement à l'Elysée pour un conseil des ministres. Mais non, c'était bien une réunion de travail au cours de laquelle Sébastien Lecornu a pris la parole. Il a demandé à ses ministres de faire preuve d'humilité, de mettre leur ego de côté, je cite, pour surpasser cette crise politique, en les remerciant aussi d'avoir accepté cette mission dans un contexte politique évidemment crucial. Pourquoi une telle réunion à la veille d'un conseil des ministres? Parce qu'il faut préparer cette semaine cruciale. Il y a été question pendant ces 1h30 de préparer le budget, le projet de loi finances pour la sécurité sociale et bien sûr cette déclaration de politique générale
générale. Pas le temps pour les présentations. Il est prêt, le discours, nous disait l'entourage du Premier ministre. Il a été écrit au cours du week-end. Merci infiniment. Nicolas Laurent avec Jean-Marc Bellard depuis Matignon. Allez, on s'arrête sur cette image, la première de ce gouvernement, tout nouveau gouvernement, et peut-être furtif, réunis autour d'une seule et même table. Et je vais vous demander aux uns aux autres, avant de parler retraite dans un court instant, quelle durée de vie vous donnez à ce gouvernement? Je sais, l'expression, elle est souvent violente, mais bon, voilà, on est là-dedans. On a sorti, nous, la calculette. Regardez qui va censurer. Du côté du RN, on est à 138 députés RN qui vont censurer. Les Insoumis, vous rajoutez 71 députés. Les Verts, 38. Le Parti communiste français, on est à 17. En tout et pour tout, d'autres collègues l'ont fait par ailleurs, 264 censeurs d'office comptabilisés. Et donc, si on va au bout du calcul, il suffirait de 25 députés socialistes qui basculeraient d'un côté ou de l'autre pour que la situation tourne. Vous le voyez tomber en l'état, Valérie Nataf, ce gouvernement? Alors, les chiffres que vous donnez sont bons, mais est-ce que tous les partis, je ne parle pas de la France Insoumise et je ne parle pas du RN et de ses alliés, est-ce que par exemple chez les écologistes ou au Parti communiste, on va voter comme un seul homme ou femme pour cette censure? Je n'en suis pas persuadée. Il y a parmi les écologistes quelques apparentés et quelques esprits libres, idem au Parti communiste. Et par ailleurs, le gouvernement a été formé de telle manière qu'il y en a pour tous les goûts, tous les parfums, si j'ose dire. Pourquoi ça vous fait sourire, Didier Maure? C'est tous les goûts et tous les parfums, c'est une formule assez originale. Avant de dire un mot de ça, je voudrais quand même dire autre chose. Moi, je suis assez étonné que l'on parle autant aujourd'hui du problème du Le Cornu 2, parce qu'on vient de voir sur vos écrans des images qui me paraissent, du point de vue de la paix et de la guerre dans le monde, beaucoup plus importantes que nos petites histoires de savoir si on aura Le Cornu 2, 3, etc. Mais c'est comme ça, monsieur. C'est comme ça, je suis d'accord. Voilà. Mais du point de vue de l'importance historique, ce qui se passe entre Jérusalem et Sharm el-Sheikh me paraît plus important que ce qui se passe au Palais Bourbon. Le sujet n'a pas été sous-traité sur cette antenne. Nous avons consacré toute une émission jeudi soir pendant 2 heures justement à cette paix, toute l'antenne depuis ce matin. Oui, non, mais vous on a avez juste raison. arbitré dans la dernière ligne droite entre une antenne 100% dédiée à ce sujet et pendant 1 heure de se dire qu'on allait parler politique, parce que demain il y a une déclaration de politique générale et le monde a peut-être besoin d'une France un peu stable aussi politiquement. Personne n'en sait rien. Vous savez, les longues vues, elles sont un peu bouchées en ce moment. Oui, donc, vous le disiez, ça dépend de 25 ou 30 députés socialistes. Moi, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs de chacun d'entre eux. Alors, par contre, vous savez, sonder un peu les reins et les cœurs en politique, Guillaume Roquette. En tout cas, on peut essayer de réfléchir tout haut. Ce gouvernement, il peut durer. Il peut durer pour 2 raisons. La première est une raison de fond, et à mon avis une catastrophe, c'est que Sébastien Lecornu est prêt à tout, presque, pour que son gouvernement dure, y compris à reculer sur les retraites, on y reviendra, qui était la seule réforme véritablement courageuse faite par Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Et puis la seconde raison, c'est qu'il y a un calendrier électoral, il y a les élections municipales qui vont arriver, et en particulier au Parti socialiste, il y a un certain nombre de grands élus qui disent qu'il faudrait quand même qu'il n'y ait pas trop de désordre pour que, on puisse faire campagne tranquillement, 2, parce que dans les villes, les socialistes sont des gens très raisonnables, qui gouvernent souvent avec les centristes, en tout cas pas avec la France insoumise, et que donc s'il y a une dissolution, s'il y a censure et donc probablement dissolution, on voit revenir le nouveau Front populaire et toutes ces alliances radicales à gauche qui pourraient être contre-productives. Et vous allez comprendre qu'au cœur des discussions en ce moment, il y a encore et toujours en France la réforme des retraites. C'est surtout au cœur des considérations du Parti socialiste qui va regarder de près chaque mot dans le discours de Sébastien Lecornu à suivre demain avec nous en direct. Le PS qui demande la suspension intégrale de la réforme des retraites, mais c'est pas tout. Mais pour tout comprendre, Pascal Perry, formidable. On va poser ensemble toutes les hypothèses sur la table. Alors, Pascal, sur la question de la réforme des retraites, de quoi parle-t-on? 3 hypothèses en ce moment. Oui. D'abord, parlons hypothèse suspension, Pascal. Alors, on va d'abord dire que nos hypothèses sont molles, dans la mesure où on ne sait pas véritablement quelles sont les intentions des uns et des autres. Hypothèse 1, je vous suis donc, suspension de la réforme des retraites. Alors, le mot suspension, vous allez voir dans le dictionnaire, ça veut dire qu'on s'arrête un moment et puis qu'on repart ensuite. C'est ça une suspension. Néanmoins, puisqu'il faut mettre quelques chiffres sur cette hypothèse, 500 millions d'euros en 2026, c'est le coût pour la collectivité, puis 3 milliards d'euros et beaucoup plus. Vous savez, c'est une réforme qui s'appliquait graduellement. Et donc les effets retour seront également des effets graduels. Ce qu'on peut ajouter, c'est que ça concerne environ 700 000 personnes, 680 000 estimées, presque 700 000 d'ici à 2027, donc qui seraient concernées favorablement
probablement de leur point de vue, par un report ou une suspension de la réforme des retraites. Alors, l'autre hypothèse, c'est le décalage d'1 an. Vous nous expliquez tout, Pascal. Alors là aussi, j'ai beaucoup de mal à vous expliquer parce que décalé d'1 an, je me dis, je repousse le tas de sable. C'est un peu ça que ça veut dire en réalité. Le coût, sur une année zéro, la première année, imaginons qu'on reste à 62 ans et 9 mois, qui est l'hypothèse actuelle. C'est la moyenne de départ en retraite. On est à zéro en 2026, il n'y a pas de coût additionnel, si vous voulez. Et puis on repart sur ce qu'on a vu précédemment, 500 millions d'euros la première année. Et l'hypothèse abrogation, parce que certains la remettent encore et encore sur la table, Pascal, c'est comme ça. C'est vrai. Au passage, je vous rappelle que la retraite, c'est 2 régimes. Vous savez, il y a la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, puis il y a des retraites complémentaires. C'est la sécurité sociale. Le déficit de la sécurité sociale, cette année, c'est autour de 24 milliards d'euros. Donc on part avec ça. Le retour à 62 ans, c'est un coût estimé entre 12 et 13 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que l'espérance de rendement de la réforme, c'était 17 milliards d'euros. À l'inverse des mesures sociales envisagées, votées par le gouvernement, les carrières longues, la situation des femmes, devaient coûter entre 4, 5 et 6 milliards d'euros à la collectivité. Donc vous faites le compte, on a considéré que 17 moins 5, ça faisait toujours 12. Merci Pascal Perry. On retourne devant cet écran pour parler budget dans quelques instants. Je le disais, on reçoit Philippe Brun du Parti Socialiste dans un instant. Ils sont au cœur des tractations. Je me tourne vers vous, monsieur le constitutionnaliste. Je vais vous demander votre avis. Vous allez me dire que vous ne voulez pas me le donner, mais quand même, je vous pose la question. Vous me le demandez. Oui, exactement. Alors écoutez. Est-ce que pour vous, vous dites qu'il faut que le gouvernement suspende cette réforme parce qu'il n'y a rien de pire que l'instabilité politique dans laquelle nous pourrions nous trouver si ce n'était pas le cas, monsieur le constitutionnaliste? Si vous me dites... est-ce qu'il y aura de la stabilité? J'en sais rien. Est-ce qu'il en faut? Oui. Ça, c'est évident que moins on a de stabilité, moins la situation est bonne, et notamment du côté des chefs d'entreprise. Ceci étant, même compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, il y a un point sur lequel moi je m'interroge depuis hier. Qu'est-ce que ça veut dire, suspension de la réforme des retraites? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont partis à la retraite avec le nouveau régime? Bon, est-ce qu'on fait machine arrière? Est-ce qu'on reconstitue? Non, oui, mais alors il y a une rupture d'égalité. Oui, ils gardent leurs bénéfices, monsieur. Ils gardent leurs bénéfices, et notamment les carrières longues, etc. Absolument. Mais il y a une rupture d'égalité entre ceux qui seront partis à ce moment-là et les autres. Voilà. Et donc il y en a qui seront tombés dans le trou de la malchance. Il faut voir les choses. Et j'aimerais honnêtement que les partisans, y compris de l'abrogation, nous disent comment ils font. Parce que là, j'ai beau regarder les télévisions, et je suis assez assidu, lire les journaux, et j'ai encore de bonnes lunettes, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a derrière ces mots, suspension, abrogation, etc. Et j'aimerais, bon, c'est peut-être bête, mais il y a quelque chose, une réforme nouvelle. Oui. Qui n'est pas encore entrée en vigueur, on peut la suspendre, ça pose aucun problème, on n'a jamais commencé. Mais celle-là, on a commencé à l'appliquer. Et elle a été votée, vous vous en souvenez, rapidement, à coup de 49 alinéa 3, pour qu'elle puisse rentrer en vigueur tout de suite. Donc là, du point de vue juridique pur, moi j'ai une certaine incertitude. Peut-être que Philippe Brun, qui va nous rejoindre dans un instant, pourra tout vous expliquer, puisque le Parti Socialiste demande la suspension de la réforme des retraites. En tout cas, ce serait bien l'alpha et l'oméga pour la suite, nous dit Marie-Lise Léon sur TF1 ce matin, interrogée par Adrien Gindre, la patronne de la CFDT. La suspension de la réforme des retraites, je pense que c'est la condition sine qua non de la stabilité politique. Donc j'espère que tous ces responsables politiques vont comprendre qu'il faut arrêter de penser en comptable et qu'il faut écouter ce que les Français attendent, les citoyens et surtout les travailleurs. Et bonjour Philippe Brun, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député Parti Socialiste de l'Eure, chaque minute compte. Vraiment, on le sait, tic-tac, discours, déclaration pour être plus précise de politique générale demain après-midi. Vous avez eu le gouvernement au téléphone ces dernières heures, peut-être même pour vous donner des gages et obtenir vos voix? Non, on n'a pas de contact particulier avec le gouvernement. On a eu bien sûr une discussion dans le week-end technique avec les cabinets des différents ministres pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on entendait par suspension et qu'est-ce que ça voulait dire juridiquement. Et au moment où nous parlons, nous n'avons aucune assurance que le Premier ministre dira demain ou annoncera demain. Vous le découvrirez en l'écoutant ? On le découvrira en l'écoutant et on n'a aucune assurance sur ce qu'il dira demain. On demande 2 choses, je rappelle, l'abandon du 49.3 pour permettre de faire avancer un budget de compromis à l'Assemblée. Et deuxième chose, la suspension de la réforme des retraites. Et s'il n'y a pas ça, c'est censure à 100%.
C'est garanti sur facture. Écoutez, de toute façon, tout le monde censure. Maintenant, on est presque les seuls à vouloir un peu de stabilité pour ce pays, à donner sa chance à un budget de compromis. Ouais. Nous, notre demande, c'est celle, non pas d'abroger. On a été élus sur le programme d'abrogation. Donc on fait un pas aujourd'hui vers le gouvernement en disant on fait une suspension pour faire ensuite une nouvelle négociation pour obtenir un vrai système qui soit juste et financé. Juste parce que la situation actuelle, ce sont des rustines qu'on met de plus en plus sur un système qui ne fonctionne pas et qui amène à la situation suivante. Aujourd'hui, un ouvrier meurt 8 ans après un cadre. Avant un cadre, pardon. Les 10% les plus riches meurent 13 ans plus tard que les 10% les plus pauvres. Ouais. Et le système est injuste et ne prend pas en compte la pénibilité. Donc nous disons, on suspend, ensuite on fait un grand Grenelle, un conclave, comme vous voulez, pour mettre tout le monde autour de la table et obtenir une nouvelle réforme. Qui dit réforme des retraites sur LCI dit Pascal Perry. Ouais. Pascal Perry veut donc c'est un amendement de la réforme. Parce que, vous avez compris, on s'interroge sur le sens des mots. Suspension, au fond, ça ne veut rien dire, parce que ça signifie qu'on s'arrête pour recommencer quelques mois, quelques années plus tard. Il faut parler d'abrogation, peut-être, ou à défaut d'amendement du texte aujourd'hui. Est-ce que vous accepteriez le principe qu'on discute sur le texte d'aujourd'hui, tous les éléments que vous avez évoqués, pénibilité, carrière longue, etc. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est suspension, donc on suspend tout, et la progression de l'âge légal. Et pour répondre à Didier Mauss, il n'y a pas de rupture d'égalité, parce qu'aujourd'hui on part à 62 et 9 mois, on bloque à 62 et 9 mois. Donc il n'y a personne qui sera lésé. Il n'y a pas des gens qui auraient eu la réforme et qui n'ont pas. On bloque à la situation actuelle. Donc on ne bloque pas à 62, parce que sinon il y aurait des gens lésés. Donc on bloque à la situation actuelle 62 ans et 9 mois, le temps de la discussion. Et la discussion, elle doit nous permettre d'avoir un nouveau système. Et nous, il faut d'abord, le système actuel n'est pas financé. À peu près 250 milliards de cotisations sociales, et le système coûte 450 milliards d'euros par an. Donc il y a un problème de financement. Deuxièmement, je le rappelle, très injuste et ne prend pas en compte la pénibilité. Il faut qu'on puisse permettre ce dialogue social entre les syndicats de patrons et les syndicats de salariés. Et alors vous allez me dire, mais il y a déjà eu le conclave et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai surtout envie de vous dire à quelle concession êtes-vous prêt ? Parce que vous avez parlé du sens de l'intérêt général face au budget. Est-ce que dans la dernière ligne droite, vous êtes prêt à des concessions, vous, de votre... Alors, finir sur ce conclave, le conclave n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de suspension. Donc, le patronat n'avait aucun intérêt, en vérité, à négocier, puisqu'il savait que si la négociation ne marchait pas, à la fin, c'était la réforme Borne qui s'appliquait. Là, avec la suspension, on donne un intérêt à tout le monde à négocier. Ensuite, vous me dites, est-ce que vous êtes prêt à des concessions ? Oui. Déjà, on ne demande rien d'autre que cela. Et ensuite, je rappelle que moi j'ai été élu sur un programme d'abrogation de la réforme, pas de suspension. Donc on donne sa chance à la discussion. Maintenant, on ne va pas en permanence reculer les lignes. Je crois que là aujourd'hui, on est au bord du précipice. On propose une situation de compromis, y compris en laissant passer un gouvernement qui n'est pas le nôtre, avec des ministres qui ne sont pas les nôtres, qui vont en faire une politique que nous réprouvons pour l'essentiel. Donc voilà, nous on demande juste de pouvoir ouvrir la réforme des retraites pour donner cette victoire aux travailleurs de notre pays. Alors je vous vois tous impatients de réagir, vous le ferez dans un tout petit instant. On va se retrouver pour continuer d'en parler. Les tractations, vous l'avez compris, elles sont très pointues, elles sont très compliquées et les mots sont encore forts ces dernières minutes, Philippe Brun. Selon Marine Le Pen, vous seriez acheté, regardez. Non, mais je ne vous ferai pas de prédiction ou de prévision. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de mouvements politiques sont en train de se faire acheter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas leur gloire. Vous pensez au PS ? Moi, je suis préparez votre réponse, votre argument. Faire acheter pour 500 000 personnes qui vont bénéficier de la suspension. Et vous pourrez continuer de répondre dans un tout petit instant. On se retrouve tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. Gouvernement Lecornu 2 peut-il encore éviter la censure ? On en parle avec mes invités que je salue bien évidemment. Mais là tout de suite maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité. Donald Trump accueilli par une longue ovation debout au Parlement de l'État hébreu. Tous les otages israéliens vivant détenus à Gaza sont de retour en Israël dans le cadre d'un cessez-le-feu parrainé par l'hôte de la Maison-Blanche. Immense vague d'émotions bien évidemment dans le pays et bien au-delà. Le président américain salue l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Nicolas Sarkozy connaît les modalités de son incarcération imminente. Aucun détail n'a filtré à ce stade. L'ex-président de la République était convoqué aujourd'hui au parquet national financier pour connaître ses modalités après sa condamnation à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès libyen.
Et puis, Cocorico, un Français, prix Nobel de l'économie. Philippe Aghion a remporté le prix Nobel aux côtés de Joël Mokyr et de Peter Howitt pour ses travaux d'inspiration sur la croissance et l'innovation. La France n'avait pas décroché de prix Nobel d'économie depuis Esther Duflo en 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et donc, le grand dossier toujours avec Valérie Nataf, toujours avec Pascal Perry, Guillaume Roquette, avec Didier Mauss et Philippe Brun. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous, député socialiste de l'heure. Entre vos mains, beaucoup de choses se passent du côté du Parti socialiste. On écoutait Marine Le Pen il y a un instant, vous vouliez répondre. Eh ben, je remets une couche, écoutez Jordan Bardella, je crois qu'il va même un peu plus loin. Il parle de vos magouilles. Regardez. C'est un moment de clarification très important, notamment à gauche pour le Parti socialiste. On se fait l'écho depuis plusieurs jours de tractations, de magouilles entre le Parti socialiste et la Macronie. Moi, je les appelle maintenant à sortir de l'ambiguïté. Le Parti socialiste doit sortir de l'ambiguïté. Sont-ils avec Emmanuel Macron ou sont-ils dans l'opposition à Emmanuel Macron ? C'est le moment de vérité. C'est maintenant un moment qui appelle de la part de chacun de la responsabilité et de la vérité. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas avancer comme ça derrière des magouilles de couloir. Il faut que chacun dise sa vérité. En tout cas, si le Parti socialiste venait être la béquille d'Emmanuel Macron et à se dissoudre dans le macronisme, alors je pense qu'il le paierait très cher aux élections municipales, aux élections présidentielles, et ça fera évidemment la joie de M. Mélenchon. Dites votre vérité alors. Il n'y a pas de magouille, on dit au grand public, on dit publiquement à la télé, voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous voulons rapporter aux gens. Et on ne demande rien en échange pour nous-mêmes. Il n'y a aucun socialiste qui va être ministre, il n'y a aucun socialiste qui va repartir demain avec une voiture avec chauffeur et un gyrophare. On le fait parce qu'on a le sens de l'intérêt national et qu'on pense que c'est devant toute autre considération. Et l'intérêt, c'est d'obtenir à la fois la suspension de la réforme des retraites, pour les gens, là, les 450 000 personnes qui sont concernées, on a vu le graphique tout à l'heure, et aussi d'obtenir une discussion budgétaire, on puisse obtenir par exemple une augmentation du budget de l'hôpital, qu'on puisse obtenir davantage de justice fiscale, qu'on puisse obtenir notre mesure sur le pouvoir d'achat. On propose de baisser la CSG pour tous les Français qui gagnent moins de 1 200 € par mois pour rapprocher le salaire net du salaire brut. Tout ça, on va pouvoir le faire si Sébastien Lecornu accepte deux choses, je le rappelle, ne pas utiliser l'article 49.3 et permettre le débat sur la suspension de la réforme des retraites. Guillaume. Oui, d'abord permettre la suspension et le débat, ça veut dire abroger la réforme. Parce que s'il y a un débat, il se passera entre les syndicats et le patronat, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils ont déjà négocié pendant des mois dans ce fameux conclave, et comme ils ne sont pas d'accord, eh bien la suspension va se propager. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Jordan Bardella vous reproche d'être avec Emmanuel Macron et avec Sébastien Lecornu, alors même que vous demandez, comme eux, comme le Rassemblement national, la suspension des retraites. Donc il devrait plutôt vous féliciter. Mais ça montre que, en tout cas dans la stratégie du Rassemblement national, le rejet de tout ce que symbolise le gouvernement Lecornu 2 et Emmanuel Macron est plus fort que tout. Est-ce que ça, quand même, chez vos électeurs, c'est pas un point qui peut les toucher ? On pourrait le penser. Moi, je vous dis, je reviens de ma circonscription. J'étais ce week-end, j'ai fait 17 événements, discuté avec tout le monde. Une circonscription qui est très anti-macroniste. On était gilets jaunes, ils votent très nettement Le Pen. Et les gens nous tirent par la manche en disant trouver un accord. Essayez de mettre fin à ce bazar au plus haut niveau de l'État. Essayez d'être responsable. Essayez de débrouiller cette situation. La France, elle a besoin d'un budget. Il y a déjà trop de misère aujourd'hui. Il y a des problèmes avec les commerces qui ont des difficultés. Les entreprises sont en difficulté. L'augmentation des plans sociaux dans une région assez industrielle. Et donc, la vérité, c'est que bien que les gens, c'est une forme de paradoxe, nous disent on veut que Emmanuel Macron parte, et dans le même temps nous disent essayez de vous mettre d'accord sur un budget et d'arrêter ce cirque à l'Assemblée nationale. On va reparler justement budget très précisément et concrètement avec Pascal dans un tout petit instant, mais je voudrais expliquer à nos téléspectateurs pourquoi on dit que l'avenir du gouvernement est entre vos mains, en tout cas celle du Parti socialiste. Encore une fois, c'est une histoire de calculatrice. 138 députés RN, motion de censure déjà déposée, 71 députés insoumis, motion de censure déposée. Les Verts également pourraient censurer, 38 députés. Le Parti communiste français, si c'était dans leur globalité, avec l'outre-mer, ça ferait 17 députés. Bref, au total, 264 censeurs d'office comptabilisés. Et ceux qui vont plus loin dans nos collègues voient bien qu'il resterait d'entre les mains de 25 députés socialistes la capacité de faire varier la situation d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, Valérie Nataf a une question sur ce sujet à vous poser. Oui, parce qu'on vient de le dire, ça peut se jouer à 25 voix. Certains disent beaucoup moins, parce que quelques LR pourraient aussi voter la censure du gouvernement. Quelle garantie avez-vous que les 69 députés PS vont
adopter la ligne du parti, si vous me permettez cette expression. Et donc, si vous obtenez les concessions que vous demandez, ne pas voter la censure. Et si vous ne les obtenez pas, les voter tous comme un seul homme ou comme une seule femme. On a montré, on a l'expérience depuis 2022, discipline absolue. Discipline d'ailleurs pour censurer Michel Barnier, discipline pour ne pas censurer en janvier François Bayrou pour faire passer le budget déjà, parce qu'on avait négocié et obtenu des victoires pour les gens. Et puis discipline après pour censurer le plan Bayrou qui nous allait pas, il n'y avait pas eu de négociation avec nous. Donc on a montré qu'on était un groupe qui prenait ses décisions collectivement et était capable d'aller ensemble. Et là, on a pris une position. C'est de faire tout déjà pour faire fonctionner le Parlement, donc pas de 49.3, donc faire fonctionner le Parlement. Franchement, on n'est pas payé à rien faire à l'Assemblée, il faut qu'on travaille et qu'on fasse avancer les choses. Deuxième chose, permettre le débat sur la réforme des retraites. Et cette ligne, elle est unanime parmi les députés, unanime aussi dans les fameux courants du Parti Socialiste, où ces décisions étaient prises à l'unanimité de notre bureau national. À combien vous évaluez le risque de défection sur la ligne adoptée ? Il n'y a pas de risque de défection en vérité, peut-être quelques minorités, s'il y a bien la suspension totale des retraites demain et immédiate de la réforme des retraites. S'il y a une sorte d'entre-deux incompréhensible, là je ne donne pas cher effectivement de l'avenir de M. Lecornu. Didier Moss, je vous vois observer ça. Votre regard de constitutionnaliste. Le regard du constitutionnaliste, il est effectivement dépendant de la machine à calculer. Bon, j'allais dire, on sait qu'il y a un certain nombre de choses, vous venez de le dire, il y a déjà 264 voix a priori contre, mais on n'est jamais sûr des calculs, vous savez, dans la vie parlementaire. Il y a des gens qui ne sont pas là, il y a des gens qui vont faire autre chose. Bon. Et on a dans l'histoire des erreurs de calcul. Bon, je vais prendre de vieux souvenirs, mais lorsqu'Edgar Faure a été renversé à 2 décembre, c'était parce que les calculs étaient mauvais. Il y a des gens qui avaient dit on vous soutient, ils ont disparu. Et vous connaissez la formule qui est en usage au Sénat. Hein, vous avez mon amitié, mais mon vote est secret. Et avec ça, vous faites absolument n'importe quoi, même si en l'espèce, le vote n'est pas secret. Pas secret, mais vous ne pouvez pas, à 10 voix près, faire des pronostics. Oui, allez-y, messieurs. Mais ça, monsieur Moss, c'est vous qui allez pouvoir nous le confirmer. J'ai lu qu'un député qui devenait ministre, en fait, il n'est pas remplacé tout de suite par son suppléant, et que donc les quelques parlementaires qui sont entrés au gouvernement, eh bien, ça fait des voix en moins pour le gouvernement. Non, parce que sur une motion de censure, c'est seulement les censeurs qui votent. Il n'y a pas de vote contre, il n'y a que des votes pour la motion de censure. Donc le gouvernement tombe s'il y a 289 députés qui votent la censure. Donc le fait qu'il y ait des gens au gouvernement, ça ne change rien, puisque c'est des gens qui de toute façon n'auraient pas voté la censure. Pascal, et puis après je vais vous parler dissolution, parce que c'est quand même le cœur du sujet pour les Français aussi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une attitude, il faut être à charge et à décharge, une attitude raisonnable du Parti Socialiste, des parlementaires socialistes sur cette question. Puis il y a un facteur, pourquoi je vous fais cette réflexion ? Parce que je sens qu'il y a un facteur dans la société assez dominant aujourd'hui, qui est la peur, si vous voulez, de l'insécurité. Et l'insécurité économique, sociale, j'entends. C'est-à-dire une forme de lassitude de l'opinion. Cette situation dure depuis très longtemps. L'insécurité juridique autour du statut du gouvernement. Ces gouvernements qui durent quelques heures, quelques jours, etc. On approche, ce sont des éléments d'ambiance, mais on approche des fêtes de Noël. Et la psychologie évolue dans ces périodes-là. Je me pose la question, qui prendra le risque de provoquer un effondrement du système à un moment où les Français ont probablement d'autres préoccupations et d'autres contraintes. On vient, je le disais, au cœur du sujet, on va parler du budget, mais la dissolution, les Français, ils veulent savoir s'ils vont retourner aux urnes, oui ou non. Et vous pourriez prendre vraiment ce risque de la dissolution. Je sais que dans les sondages, les Français le veulent, mais vous, politiquement, y avez-vous franchement intérêt ? Parce que quand on regarde notre dernier sondage LCI-IFOP, si des élections législatives avaient lieu, là, dans les prochains jours, le Rassemblement national arrivera en tête au premier tour avec 36% des voix. Et vous, la gauche, Union des gauches, sans LFI, ce serait 19% des intentions de vote. Et en fait, du coup, on se dit, mais vous allez tout faire pour l'éviter, la dissolution, parce que vous n'y avez pas franchement intérêt. Ce qui compte aussi, c'est l'intérêt du pays. S'il n'y a pas de compromis possible sur le budget, alors il ne faut avoir aucun regret. Il faut appeler à la dissolution et permettre une clarification, parce qu'on ne va pas continuer dans cette situation pendant des heures. Mais si un compromis est possible, alors oui, il est de notre devoir
de l'obtenir, quels que soient les résultats en vérité. Parce que ce que vous montrez là, c'est peu ou prou en vérité les mêmes résultats que la dernière élection législative. Premier tour, le RN avait fait un score très élevé, au-dessus de 35%. Et puis deuxième tour, ça s'était inversé. Et c'est probablement ce qui se reproduirait à nouveau. Et donc on aurait une situation, on n'aurait pas forcément d'ailleurs d'une vraie clarification. Il y aurait, je pense, en vérité un renforcement bien sûr du RN, au détriment du bloc central, un renforcement relatif de la gauche et une assemblée ingouvernable, parce qu'on n'imagine pas un gouvernement Bardella-Faure ou Bardella-Mélenchon. Bon, donc dans ces conditions, l'intérêt du pays, c'est d'essayer de se mettre d'accord. Mais il faut qu'évidemment chacun fasse un pas vers l'autre, et notamment le gouvernement. Monsieur Moss. Oui, non, mais le problème, on le connaît depuis 18 mois. Il faut quand même qu'il y ait un des blocs, des 3 grands blocs de l'Assemblée, qui fasse un petit pas vers les autres. On sait qu'il n'y a pas de majorité positive, il faut éviter qu'il y ait une majorité négative, et c'est en réalité vers cela que vous allez. Et je me souviens, il y a quelques jours, je ne sais plus si c'est Olivier Faure ou quelqu'un d'autre qui a dit, en tous états de cause, notre adversaire numéro 1, c'est le Rassemblement national. Et on fera en sorte qu'il n'ait jamais la possibilité de gagner. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Guillaume, et puis on va parler budget. Voilà, j'avais juste un point de peut-être pas de désaccord, mais de nuance par rapport à ce que disait Pascal à l'instant, en disant que les Français avaient envie de stabilité. Alors bien sûr, ça peut changer d'un jour à l'autre, mais moi j'ai quand même le souvenir d'un sondage réalisé par l'IFOP pour LCI et publié lundi dernier, qui disait que 66% des Français, donc les 2/3, étaient pour la dissolution. Alors peut-être qu'ils vont changer d'avis en disant maintenant ça y est, ils ont réussi à faire un gouvernement, donc on va leur laisser leur chance. Mais c'est tangent quand même. C'est déclaratif, Guillaume. C'est déclaratif. C'est très déclaratif et peut-être que c'est une réaction à l'impopularité du président de la République. C'est une façon de répondre à une question qui n'est pas posée. Vous êtes d'accord avec moi que cette impopularité ne risque pas de changer dans les jours qui viennent. En fait, c'est plus nuancé. Vraiment, ce week-end, j'ai fait l'IFOP de terrain. Les gens disent dissolution, mais à la suite d'un raisonnement, on dit que s'il n'y a pas de compromis possible, il faut y aller vraiment. Donc, il vous demande des compromis. Compromis, et s'il n'y a pas de compromis, dissolution. C'est ce que j'allais dire d'un mot, c'est qu'en fait, vous avez raison, Guillaume. Ouais. Quand on demande aux gens ce qu'ils préfèrent, ils disent dissolution en espérant que ça va clarifier. Mais il y a une espèce de vertige qui prend tout un chacun devant l'inconnu qui se dessine à ce moment-là. Et donc cet inconnu-là fait en sorte qu'il y a une pression qui s'exerce. Je suis même étonnée que vous ne l'évoquiez pas, Monsieur Brun. Il y a une pression très forte qui s'exerce sur vous, comme si le petit groupe, pardon d'être aussi désagréable, le petit groupe, le modeste groupe du Parti socialiste portait un lourd poids sur les épaules, c'est-à-dire une forme d'avenir qui se dessine pour le pays. Moi, il y a une chose. Alors après, je reprends la main, d'accord ? Attendez, d'un mot, c'est que, mis à part les électeurs du Rassemblement national, personne d'autre ne souhaite que le Rassemblement national gagne des voix. Alors, je le dis et j'insiste, les yeux ils sont braqués vers la question du budget également. Ça, c'est très concret pour ceux qui nous regardent. La première mission de ce gouvernement, elle est là, c'est l'urgence. Présenter, transmettre au Parlement un projet de budget et essayer de respecter les délais constitutionnels. Et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Monsieur Moss. On va vous poser les enjeux de ce budget avec Pascal Perry. Pascal, si absence de budget il y a d'ici la fin de l'année, alors ce ne sera pas le blocage total du pays, il faut se le dire, soyons raisonnables, mais quelles seraient les conséquences pour les Français s'il n'y avait pas de budget à la fin de l'année? Alors, il n'y a pas de blocage, vous avez raison de le dire, Amélie, mais ce n'est pas sans conséquence non plus. La première qui intéresse les Français, les contribuables, c'est l'impôt sur le revenu, qui ne prend plus en compte l'inflation. Alors, c'est un peu complexe, mais retenez cette idée simple, que vous avez des Français qui vont rentrer dans l'impôt, et que pour tous ceux qui payent, pour 17 millions d'entre eux, puisque tout remonte, eh bien, en réalité, ils paieront un tout petit peu plus d'impôts. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ces Français, ces contribuables. Mais alors, on rappelle au passage, il y a 43% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Mais ça les concerne très directement. Et alors, la question des ministères, quelles conséquences pour les budgets des ministères? On pourrait prendre la liste des ministères, mais on a retenu simplement un exemple qui est extrêmement significatif, c'est le budget de la défense. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la France est menacée aujourd'hui, qu'il faut consacrer un peu plus
de la ressource budgétaire à l'effort de défense, à l'investissement dans le domaine de la défense. On a prévu 7 milliards d'euros. Vous avez un budget qui est déjà significatif, mais on a besoin d'argent additionnel aujourd'hui pour financer le réarmement de la France. Ben ça aussi, plouf, ça tombe à l'eau. Et puis, il faut le dire, c'est aussi toute une série de recettes en moins pour le budget de l'État. Hein. Alors, notamment les recettes qui ont été prévues. Alors, vous savez, il y a la contribution sur les hauts revenus. Là, je vous parle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous savez, les hauts revenus, c'est 250 000 euros par tête, 500 000 pour deux. Il y a une espèce de surcote. Vous allez retenir ça. Et puis, il y a la surtaxe sur les grandes entreprises avec deux niveaux, deux seuils, un à 1 milliard d'euros, un à 3 milliards d'euros. C'était censé rapporter quand même autour de 5 à 6 milliards d'euros. C'est pas tout à fait secondaire. Et donc, ça traduit une situation économique générale dans laquelle c'est notre prochaine étape, dans laquelle eh bien, l'économie est affectée de façon directe ou indirecte. Pourquoi ? Parce que c'est une perte, c'est une situation de tension dans laquelle, pour résumer les choses, si vous voulez, les consommateurs ne consomment pas mais épargnent. On a déjà un taux d'épargne qui est très élevé en France. Les entreprises ne créent pas d'emplois. Vous savez, c'est le brouillard, l'incertitude politique. Elles n'investissent pas non plus. Donc, c'est pas de l'argent qu'on va décaisser, mais c'est en réalité une perte de chance de réalisation de la performance économique du pays. La performance économique du pays, c'est 8 milliards d'euros par jour, à peu de choses près. Eh bien, on estime que ça nous coûterait autour de 11 milliards d'euros. En 2026. J'appelle ça le prix de la peur. Vous savez, la peur, c'est un truc un peu immatériel, mais ça joue un rôle. Vous-même, quand vous êtes confronté à une situation d'incertitude, on éprouve de la peur et donc on désinvestit pour les entreprises et on déconsomme pour les ménages. Merci Pascal Perry. Et Philippe Brun, monsieur le député, ça vous le voyez forcément dans votre circonscription quand vous voyez les Français. Ils vous le disent que les commerces ne tournent pas, que les usines s'inquiètent des investissements. Et vous êtes prêts à porter cette part de responsabilité parce que vous seriez tous responsables si on n'avait pas de budget. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut le faire, que si on pense que la situation est complètement bloquée et qu'aucune avancée n'est possible dans notre sens. S'il n'y a pas de compromis, on ne va pas accepter de continuer à dégrader la situation des gens. Donc de toute façon, le compromis, oui, il est souhaitable, mais pour cela, il faut qu'il y ait des pas des deux côtés. Donc c'est ce que nous avons demandé. Maintenant, on en est bien conscient. Je rappelle que c'est pour ça qu'en janvier, on avait obtenu, contre notre non-censure de François Bayrou, à l'époque, 2 milliards de plus pour les hôpitaux, 500 millions pour les EHPAD, 4 000 enseignants supplémentaires, 12 000 soignants qui ont été recrutés supplémentaires. Ça faisait partie de la discussion. Le triplement de la taxe sur les transactions financières. On avait réussi à supprimer les franchises médicales, supprimer les 2 remboursements de médicaments. On avait obtenu un budget pour la France parce qu'évidemment c'est meilleur pour l'économie. Il y a aujourd'hui des entreprises du BTP qui sont en galère parce qu'elles ne savent pas si la prime rénov va être maintenue ou pas. Le guichet a fermé au mois de juillet. Bref, cette incertitude généralisée, elle est problématique. Mais il faudrait quand même se dire aussi qu'il vaut mieux pas de budget qu'un très mauvais budget. Parce que le budget Bayrou que nous avons censuré, c'est un budget qui allait diviser la croissance française par 2. On cite l'OFCE, c'est le même institut, et qui allait aussi dégrader les conditions de vie des classes populaires et des classes moyennes. Donc la déconsommation, ce ne serait pas seulement la peur, c'est la déconsommation parce que le pouvoir d'achat allait baisser. Ça, c'est juste, vous parlez même au Parti Socialiste, j'ai trouvé vos mots de trajectoire de souffrance avec ce budget Bayrou. C'est quoi le pire ? Pardon, c'est un peu simpliste comme façon de poser les choses, mais c'est un mauvais budget ou pas de budget ? Non, mais il n'y a pas de très bonne solution. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on fait un peu du bricolage et il faut acheter un peu de temps. D'abord quelques jours, puis quelques semaines, quelques mois, pour retrouver un semblant de stabilité. À l'évidence, l'absence de budget aurait des conséquences. C'est sérieux, hein. C'est pas une affaire de livre comptable qu'on pose dans une armoire. Ça a des conséquences dans la vie quotidienne des Français. On ne l'a pas évoqué, mais ça concerne aussi le monde associatif, les collectivités, la protection sociale. Enfin, vous savez, le budget de l'État, comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est important. C'est ce qui fait le quotidien de la République. Donc, à mon sens, il faut absolument le passer, l'amender peut-être après, à l'Assemblée nationale. L'abrogation de la réforme des retraites, on l'a dit, ça aura des conséquences. Si demain c'est rediscuté. S'il y a une majorité dans ce pays pour se rappeler des règles comptables, un système assurantiel doit être à l'équilibre. Il ne peut pas produire de déficit. Et c'est le cas malheureusement en France. Les quelques milliards d'euros qu'on a évoqués, en cas d'abrogation, s'ajoutent à un déficit structurel. Et donc, ce n'est pas simplement 10 à 12 milliards d'euros, c'est au moins 20 ou 30 qu'il faudrait trouver. Vous voyez, dans les deux cas, il faut en effet trouver un vrai compromis politique parce que la situation
est très tendue. J'ai une question très concrète à poser à monsieur le constitutionnaliste que vous êtes, Didier Mauss. On a vu que selon le sénateur socialiste Claude Raynal, qui est président de la commission des finances du Sénat, eh bien en fait on ne serait pas dans les clous en termes de calendrier en réalité, qu'il irait déjà dans le mur notre budget. Je le cite, désormais l'examen du PLF, projet de loi de finances 2026, dans les délais constitutionnels et d'ici à la fin de l'année semble compromis. Maintenant, dit-il, que le gouvernement nommé hier a démissionné, il devient peu réaliste. C'est une note qu'il a publiée il y a quelques jours, je précise. Peu réaliste, même si techniquement c'est encore possible qu'un projet de loi de finances puisse réellement être présenté en Conseil des ministres lundi prochain, 13 octobre. Une date d'il y a quelques jours que le Figaro a pu consulter. Écoutez, on l'a vu l'année dernière, on n'avait pas de budget définitif pour le 31 décembre. On a voté une loi autorisant la perception des impôts et prolongeant ce qu'on appelle les services votés, c'est-à-dire les dépenses courantes à budget constant, et on a pris quelques semaines de plus pour voter un vrai budget. Rien n'interdit de recommencer cette année. Cette obsession du 31 décembre relève de l'erreur de vision. Je veux dire, on peut changer un peu. Alors ça serait souhaitable, c'est évident. Mais si on a un budget qui est déposé demain ou après-demain, il faut quand même prendre le temps de le regarder. Quand je lis que si on le dépose demain, on le passe en commission des finances à l'Assemblée le lendemain, je dirais du point de vue du travail parlementaire, c'est aberrant. Philippe Brun. Alors pour votre information, il faut se rendre compte, parce que comme on est déjà en retard par rapport à la limite, que nous, on commence l'examen, si c'est la n'est pas censuré demain, on commence l'examen du budget jeudi. Sans que moi, j'ai pas le texte aujourd'hui. J'ai des informations comme tout le monde, mais je n'ai pas le texte. Vous avez 40 jours. Donc, non, mais attends, il faut se rendre compte, parce que le dépôt d'amendement, c'est mercredi à 17h. Donc là, aujourd'hui, je suis le vice-président de la commission des finances. Je fais des réunions, j'essaie d'imaginer ce que vont être les articles, je ne les ai même pas pour préparer les amendements. Les socialistes sont en train de les préparer pour les déposer mercredi 17h pour une discussion jeudi. Et on va siéger samedi, dimanche jusqu'à minuit en commission des finances pour tenir les délais qui sont très contraints en raison des atermoiements du président de la République et de la crise créée par Bruno Retailleau la semaine dernière. Je fais des grands gestes et c'est toujours le cas quand le temps me manque. Voilà, j'essaye d'orienter les uns les autres. Et quelques mots, Guillaume Roquette, et je voudrais vous faire écouter le président de la République. Je suis sûr que vous aurez quelque chose à lui répondre. Oui, moi je ne partage pas trop le sentiment général de ce plateau en disant ce qu'il faut c'est être raisonnable, ce qu'il faut c'est avoir un budget et puis après on verra. Mais on nous a répété pendant des mois, et à juste titre, que la France court un danger quasiment mortel avec l'augmentation de la dette publique, avec le fait que nous avons déjà un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés du monde. Si le prix à payer pour avoir un budget, c'est d'abandonner la réforme des retraites, c'est la mère de toutes les réformes. Les retraites, c'est la moitié des dépenses sociales de notre pays. Sur les 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires qui ont été fabriquées par Emmanuel Macron depuis 2017, il y en a la moitié qui vient des déficits des retraites, parce que les chiffres de Pascal, qui sont très justes, ils prennent pas en compte le décalage, la différence entre le nombre de cotisants fonctionnaires et les fonctionnaires à la retraite, qui fait que l'État, tous les ans, doit abonder le régime. Alors, le véritable déficit, c'est 50 milliards, et on se dit, oh ben c'est pas grave, on verra ça l'année prochaine. Ce qui compte, c'est qu'on puisse partir à Noël tranquillement. Moi, je pense que ce n'est pas responsable. Je vous cache rien, je suis un peu en retard, mais je voudrais vous faire écouter. Non, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Emmanuel Macron, on écrit les oppositions irresponsables. En tout cas, lui, il nie toute forme de responsabilité dans la situation. Écoutez-le, vous pourrez réagir après. Ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n'ont pas été au niveau du moment que vit la France. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Alors, on va réagir à cette déclaration d'Emmanuel Macron avec vous. Philippe Brun, vous lui répondez quoi? Après, je vais devoir vous laisser filer, mais c'est très étrange. Il dit que tout le monde est responsable. Donc LR, le RN, LFI, même nous, puisqu'on a voté la censure de François Bayrou, en omettant de rappeler qu'il a été celui qui a décidé de cette dissolution invraisemblable et incompréhensible, qu'il est celui qui, au contraire de toute bienséance et de tout respect républicain, n'a jamais appelé le camp qui avait gagné ces élections, la gauche, au gouvernement, et qu'il est celui qui, par son comportement aujourd'hui, est massivement rejeté par les Français qui réclament tous son départ.
Merci Philippe Brun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, on poursuit la discussion avec Monsieur Jacobelli. Laurent Jacobelli, je vous en prie, entrez. Vous êtes député Rassemblement National de Moselle, porte-parole du Rassemblement National. Je voudrais vous montrer, oui c'est juste ici, bonjour. Le temps de vous installer. Bonjour à vous. Les images des ministres réunis pour la première fois autour de Sébastien Lecornu pour le gouvernement Lecornu 2. Voilà pour ces images. Et écoutez, il y a les images et puis il y a les mots du Premier ministre. Regardez. Vous n'avez pas tous voté la même chose aux dernières élections, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en tout cas les derniers scrutins. Vous avez une diversité de sensibilités. Et au fond, c'est ce que j'ai souhaité, et je veux le dire ici devant la presse, je souhaite un gouvernement à la tête de la République qui soit un gouvernement de personnalité libre. Cette liberté, elle permet aussi beaucoup de choses. Elle permet de bouger les lignes, y compris avec les formations politiques qui nous soutiennent, celles aussi évidemment qui vont être dans l'opposition. Elles permettent de bouger les lignes. Alors vous allez les censurer, vous allez tout faire pour en tout cas, vous avez déjà déposé une motion de censure au RN, ça c'est pas du tout un secret. Vous êtes prêt même à lier vos voix avec celle de la France Insoumise pour le faire tomber, ce gouvernement ? Il ne s'agit pas d'un projet de gouvernement avec la France Insoumise, il suffit de dire que nous voulons censurer ce gouvernement et si d'autres le disent aussi, eh bien écoutez, ce qu'il faut c'est qu'il y ait une majorité de députés qui le pensent pour que ce gouvernement ne reste pas en place et surtout provoquer des élections parce que c'est maintenant aux Français de se prononcer. On entendait le Premier ministre, M. Lecornu, dire vous êtes libre d'avoir voté ce que vous voulez, libre d'aller dans la direction que vous voulez. Je pense que ceux qui doivent décider de cette direction sont les Français. Il est temps de retourner aux urnes. Et je crois que c'est Guillaume, c'est vous Guillaume qui disiez tout à l'heure, il y a un petit paradoxe du côté du RN ou c'est vous Pascal ? C'était peut-être moi. C'était vous sur la question des retraites. Allez-y parce que Laurent Jacobelli est là en face de vous. Oui, parce qu'en fait, le président de votre parti, Jordan Bardella, reproche aux socialistes de se compromettre avec Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Mais s'ils se compromettent, c'est au prix d'un abandon de la réforme des retraites que vous-même vous réclamez. Donc en fait, vous devriez plutôt les remercier de faire comme ça en sorte que cette réforme contre laquelle vous avez voté soit reportée ou abrogée. Abolie. Vous êtes très ficelle aujourd'hui. Non, en fait, le problème c'est quoi ? C'est que les socialistes, on se demande jusqu'à quel point ils vont pouvoir être corrompus. On est en train de leur dire que la réforme va être gelée, mais pas qu'elle va être abandonnée. En fait, c'est un jeu de dupes. On est en train de faire croire aux Français que cette réforme des retraites dont ils ne veulent plus va être abandonnée. C'est pas le cas. Elle va simplement être décalée dans le temps. Et pourquoi ? C'est pour acheter le silence et la passivité des socialistes pour que ce gouvernement ne tombe pas. Ce jeu de dupes, ça suffit du côté des socialistes, dont on se demande jusqu'à quel point ils sont corruptibles, et puis du côté de la droite, les LR qui font semblant de ne pas accepter d'avoir 6 ministres et de faire semblant de les renvoyer du parti en sachant très bien qu'ils vont être réintégrés. Je pense que maintenant, cette réforme de retraite, elle doit être abolie. Nous, c'est ce que nous pensons. Elle est injuste, inefficace, et elle ne correspond pas au modèle français. Mais à ce moment-là, qu'il y ait une majorité de Français qui le disent, qu'ils nous mettent au gouvernement, et nous l'abrogerons. Alors Pascal, je dois marquer une pause. On continue d'en parler, de dialoguer ensemble dans un tout petit instant. Vous êtes toujours devant le grand dossier. Alors ces dernières heures, voilà le type de questions qui se posent également. Les Républicains jouent-ils leur survie ? Le retour de la guerre des chefs ? La droite rattrapée par ses démons ? Oui, rien que ça. Alors qu'en pense le Rassemblement National ? Laurent Jacobelli est toujours avec nous sur ce plateau. Allez-vous tenter de capitaliser sur cette situation ? Toujours pour en parler, Valérie Nataf, Guillaume Roquette et Pascal Perry. Tout d'abord, le Premier ministre avait dit non, pas de passation de pouvoir. Et bien Bruno Retailleau, il a fait une passation de pouvoir et il s'est exprimé. Regardez. Aujourd'hui, c'est tout aussi librement que je quitte notre ministère, mais je continuerai à servir notre pays, notre nation, notre peuple, tout aussi librement, mais autrement. J'étais parfaitement conscient de la difficulté de l'exercice. Avec une majorité introuvable à l'Assemblée nationale et finalement dans une configuration politique assez confuse. Alors, Bruno Retailleau, il avait dit au LR, pas de participation au gouvernement. Il y a 6 ministres LR dans les rangs du gouvernement. Ça vous satisfait ? Est-ce que vous vous dites, bon alors comment on va profiter de cette situation ? D'autant que nous, on veut, on veut une candidature unique, LR, RN, etc. lors des prochaines élections. C'est l'occasion de renforcer cette proposition. Non, je crois qu'il n'y a rien de satisfaisant dans la situation actuelle, ni dans la duplicité, disons-le, de M. Retailleau, qui il y a quelques mois ne trouvait pas gênant de siéger à côté de macronistes et même de socialistes au sein du gouvernement. La même Mme Genevard, qui était secrétaire générale de son mouvement, qui faisait partie du même gouvernement, eh bien aujourd'hui, parce qu'elle reste
reste dans le gouvernement, il la remercie et la vire du parti. Tout cela n'est pas très compréhensible. On a un peu l'impression que M. Retailleau s'est fait tirer les oreilles par sa base militante qui lui a dit, écoute, tu travailles avec les macronistes, nous on se sent quand même beaucoup plus proche du Rassemblement national, et je crois qu'il a compris qu'il avait fait une bêtise, que Emmanuel Macron était radioactif et qu'il a voulu se protéger à quelques mois d'une présidentielle de cette promiscuité avec le chef de l'État. Mais enfin, il n'y a rien de sérieux là-dedans, il n'y a rien de solide. Mais je vais rebondir sur votre question. Vous savez, nous on lance un appel aux élus locaux, à certains députés LR et aux électeurs LR. Vous êtes patriotes, vous aimez votre pays, vous voulez plus de sécurité, on y est, Laurent Jacobelli. Vous en profitez pour prendre la main. Vous vous dites les LR ne sont pas en grande forme, on va pouvoir en profiter. C'est pas une question de profiter, c'est qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas gouverner seul. Il faut gouverner avec tous ceux qui veulent sauver la France. Monsieur Retailleau a un triste record, 434 000 migrants supplémentaires. C'est le record de la Ve République. C'est Monsieur Retailleau qui a ce triste bilan sur l'immigration. Donc on dit aux électeurs LR, vous vous êtes trompés de chef de file. Travaillez avec nous pour redresser ce pays, mais ne croyez pas que c'est en fricotant avec les macronistes. Vous êtes vous les bons chefs de file? Non. Nous voulons travailler avec tous ceux qui veulent sauver la France. Et je vais vous dire, il y a aussi des souverainistes de gauche qui peuvent très bien nous rejoindre. Mais à part l'addition ou l'absorption de LR pour des motifs politiques, la différence, alors peut-être que Guillaume Roquette sera d'accord avec moi, c'est vos programmes économiques. Le programme de LR, c'est pas la même chose que le programme du Rassemblement national. Et donc, c'est bien de leur tendre la main, mais ils ne veulent pas de votre programme. Certains le qualifient même de programme de gauche. Oui, certains sont dans l'excès. Ça vous choque pas quand aujourd'hui, dans le socle commun, vous avez des gens très proches du Parti socialiste qui cohabitent avec des gens très proches de la droite libérale? Eh bien, ça veut dire qu'on peut se mettre parfois d'accord sur un programme. Je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel avec beaucoup d'électeurs LR, beaucoup de maires LR et même des députés LR. Sur la sécurité, l'immigration, et même sur le fait qu'il faille faire une cure d'amaigrissement à cet État devenu obèse. Oui, il y a des points de différence sur les retraites, par exemple, mais ce qui nous unit est probablement plus fort que ce qui nous divise. Et puis surtout, la France est en situation d'urgence. Donc on ne va pas demander à chacun d'être 100% d'accord avec l'autre. On va se retrousser les manches avec tous ceux qui veulent pour sauver ce pays. Guillaume Roquette, on veut une majorité avec tous ceux qui veulent. Valérie Pécresse et de la réforme des retraites juste après. Guillaume Roquette. Moi, je pense que le problème, c'est que le piège macroniste, entre guillemets, ou la stratégie macroniste de 2017, c'est-à-dire le dépassement de l'opposition droite-gauche, elle continue à être fatale aux Républicains. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle étape de notre vie politique, ils s'affaiblissent un peu plus parce que, entre rester fidèles à ce qui reste du macronisme et accepter d'être les supplétifs du Rassemblement national, en fait, il n'y a pas de troisième voie pour l'instant. Alors, je le disais, vous parlez de Valérie Pécresse, elle publie à l'instant une tribune dans le Figaro. Elle dit ceci: ne capitulons pas sur la réforme des retraites. C'est donc une tribune. C'est une erreur ou c'est une force de la part des Républicains de faire de la réforme des retraites à ce point une ligne rouge, après qu'on ait parlé ensemble sur ce plateau des risques s'il n'y avait pas de suspension et donc s'il y avait censure et donc le budget, etc. Non mais il y a un risque budgétaire évident, enfin tous ceux qui savent compter le savent, et raconter le contraire, non mais aux Français c'est une folie. Elle a raison ou elle a tort? Non mais Mme Pécresse, sa position est confortable pour en parler, elle est présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Et elle peut proclamer Urbi et Torbi qu'il faut une réforme des retraites en France. On le sait tous, si vous voulez. Maintenant, est-ce que les LR ont raison d'attirer l'attention sur la situation budgétaire de nos régimes? Je rappelle quand même que c'est un régime de long terme. Vous savez, la retraite, c'est pas l'affaire du mois qui suit ou de l'année qui suit. C'est l'affaire de la génération qui suit. Et comme on a un système qui est intergénérationnel, solidaire et intergénérationnel, il faut penser non pas sur un an, mais sur 10 ans. Grosso modo, on évalue l'équilibre d'un régime sur 10 ans. Il faudrait prendre les mesures aujourd'hui. Alors, toutes les solutions n'ont pas été explorées. Je discutais ce matin avec un grand syndicaliste sur le sujet qui attirait mon attention sur le fait qu'on n'avait pas mobilisé tel ou tel levier pour aller vers l'équilibre budgétaire. Très bien, mais il faut le poser sur la table. Et puis alors surtout Amélie, cessez d'en faire une muleta. C'est une espèce de chiffon rouge, parce qu'on en discute de façon totalement irrationnelle aujourd'hui, alors qu'il y aurait probablement des solutions logiques disponibles. C'est pas un petit sujet quand même au sein de LR, parce qu'il y a des LR dans mon souvenir qui disaient il n'y a pas si longtemps que la réforme n'était pas bonne. Oui. Et un électorat qui est favorable à la suspension. Exact. Absolument, un certain nombre de députés LR qui n'ont pas voulu voter cette réforme.
Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que c'était trop risqué vis-à-vis de leurs électeurs. C'est vrai que le Rassemblement national est en position de force parce que une majorité de Français considèrent que ce sont les plus à même de juguler l'immigration, de lutter contre l'insécurité. Et qu'est-ce qui reste au LR ? Il leur reste le brevet de bon gestionnaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la bonne gestion, c'est quoi ? C'est la réforme des retraites. Et il y a une majorité de Français qui sont contre. Donc c'est pour ça que, comme le soulignait Pascal Perry, c'est une femme qui n'est pas dans l'activité politique nationale, c'est-à-dire Madame Pécresse, qui peut se permettre de tenir un discours de vérité, parce que ce discours, il est sans conséquence électorale pour elle. Mais tout ça ressemble quand même à une impasse pour LR. Oui, vous savez que je ne suis pas d'accord avec cette réforme des retraites et le Rassemblement national a d'autres propositions. On n'est donc pas d'accord avec les LR sur ce point-là. Mais alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a 2 mois, cette réforme des retraites, si on ne la faisait pas, les LR nous expliquaient que c'était la fin du monde et la fin de la France. Aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils sont prêts à attendre pour ne pas avoir à censurer le gouvernement qui veut faire plaisir aux socialistes. Alors, il y a un moment, soit ils nous ont menti sur l'importance de la réforme des retraites, soit ces gens-là n'ont pas de boussole. Dans les 2 cas, je pense que ça mériterait un peu d'humilité de leur part. Et un peu plus d'économie. Ça ne ferait pas de mal au pays. Et in fine, puisque je le rappelle, le gros sujet, c'est que tic-tac, la déclaration de politique générale, c'est demain, et la censure potentiellement à la clé. Les LR vont voter la censure comme un seul homme ? Non, c'est plus compliqué que ça. Hein. Oui, on ne sait pas, ça fait partie aussi des inconnus et des comptes. On le disait... la censure peut se jouer à moins d'une dizaine de voix. On le sait, il n'y a que les gens qui votent pour la censure, donc contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, qui sont comptabilisés, les vacances, les départs, un certain nombre de divisions à l'intérieur de chacun des groupes parlementaires. Ça fait beaucoup d'incertitudes. Ça pourrait se jouer donc à une dizaine de voix. Vous comprenez à quel point la situation elle est complexe, elle est tendue. Il faut regarder vraiment ce qui se passe minute par minute en vue de cette déclaration de politique générale. Ce sera à suivre demain sur LCI en direct. Sébastien Lecornu pour son discours. Merci d'avoir participé au grand dossier. Merci bien évidemment à vous de l'avoir regardé.